Dans cette vidéo, on va voir comment on peut configurer le routage et le réseau sur un firewall OpenSense. Donc, sur ce firewall OpenSense, on se souvient qu'on a défini un réseau NAT qui permet d'aller sur Internet, qu'on a défini un réseau, une carte réseau interne, et on a défini une carte réseau privée haute qui permet de pouvoir nous connecter à OpenSense. Donc ça veut dire que nous avons très exactement un réseau qui se présente comme suit. Voilà, donc on a ici, on a notre... pour bien comprendre ce que l'on fait. Voilà, donc on a un réseau sur notre machine. On a un réseau qui est sur une machine Windows. Et sur cette machine Windows, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un OpenSense. Ici, on met en place un firewall. Ce firewall, il a une carte réseau qui permet d'aller sur Internet. On a défini du NAT, mais on aurait pu définir du bridge également. Donc ça permet d'aller sur Internet. Ça permet de sortir vers l'extérieur. C'est grâce à cette carte qu'on peut sortir vers l'extérieur. Ensuite, on a défini également, on voit d'ailleurs sur notre, ça c'est le NAT pour l'interface 1, pour OpenSense, on a défini un réseau interne et on a défini un réseau privé hôte, l'interface 3. On a défini un réseau privé hôte. À quoi ça sert ce réseau privé hôte? On l'a expliqué, c'est qu'ici, sur la machine Windows qui est ici, il y a un interface virtuelle, c'est comme une carte réseau privée virtuelle. Alors où est-ce qu'on le voit ça? C'est simple, il suffit de venir ici. On voit OpenSense qui est ici, donc on a interface 3, Intel Pro 1000, desktop, réseau privé hôte, virtual host, Ethernet adaptateur 9. Donc si je viens ici sur outils, dans Network Manager, on voit l'adaptateur 9 qui a pour adresse IP 192.168.23.1 ici. Et donc ça, c'est la carte réseau que j'ai ici. Et ici, le réseau privé hôte, on lui a défini une adresse IP. On lui a défini une adresse IP qui est le 3. Et donc, c'est ça qui permet à ce OpenSense de communiquer avec cette carte réseau. Et nous, via notre navigateur, c'est-à-dire que nous, en tant qu'AIS, via notre navigateur, je vais représenter comme ça le navigateur, via le navigateur Internet, et bien c'est comme ça, et c'est en utilisant le navigateur Internet qu'on peut accéder, puisqu'avec notre navigateur, on arrive à nous connecter, c'est-à-dire la machine Windows, elle se connecte à ce réseau
privée haute, et donc elle se connecte ici au 3. Et donc via notre navigateur, hein, quand on tape http localhost, ou même pas, on tape 192.168.123.3, eh bien on arrive à accéder à l'interface d'OpenSense pour pouvoir le configurer. C'est très bien tout ça, mais là pour l'instant ça ne nous fait pas toujours, on ne comprend pas comment fonctionne notre firewall, hein. Et donc là l'idée maintenant, c'est que dans notre laboratoire, on a également ici, hein, si on revient ici, on voit que sur OpenSense, on a le réseau interne, ici, qui est ici. Et donc ce réseau interne, ça veut dire que ici, on a une carte réseau interne. Cette carte réseau interne, elle est ici. Voilà. Carte réseau interne, INT-net. Et là, l'idée, c'est que pour tester notre firewall, il faut donc créer une machine, ici. Par exemple, on pourrait créer une machine Linux et Windows, hein. C'est intéressant de créer les deux. Hop. L'idée, c'est de créer une machine Linux, alors Windows déjà, Linux ensuite, et l'idée, c'est que ces machines-là, ici, alors d'abord, ces machines, on va définir sur ces machines, bien évidemment, une carte réseau également ici. Ici, on va définir une carte réseau INT-net, comme celle-là. Ici, pour la machine Linux, l'idée, c'est de définir également une carte réseau INT-net, qui fait que, pas de problème, alors via un petit switch virtuel, hein. On aurait donc un petit switch virtuel ici, voilà, une sorte de petit switch virtuel, avec le VirtualBox, c'est comme ça, hein. Il y a un switch virtuel, et donc, on aurait, hop, et hop. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer un réseau dans lequel on aurait notre OpenSense. OpenSense aurait, on a une carte réseau. Ça veut dire qu'on va avoir, si on veut, une machine, un firewall, qui va faire office de routeur. Donc notre OpenSense aurait une carte réseau qui permettrait d'aller vers le WAN. Carte réseau en NAT, où on aurait pu également la définir en bridge, hein, cette carte réseau-là, hein, sans problème. Puisque le bridge, hein, ça permet également d'aller sur Internet. Mais pour l'instant, on reste en NAT. Ensuite, on a défini une carte réseau privée haute, auquel on a donné l'adresse 192.168.123.3, qui fait que notre ordinateur personnel est relié à cette machine-là, via ce réseau privé haute, hein, qui est ici. C'est-à-dire on passe par le biais de ce firewall, hein. Voilà, et donc ça permet de pouvoir nous connecter à notre machine OpenSense via notre navigateur, hein, pour pouvoir l'administrer. Et là, l'idée, c'est que notre firewall, voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a une carte réseau interne, hein, l'idée, ça va être de créer deux autres machines, Windows et Linux, qui via des cartes réseau internes, hein, donc on va les relier à un réseau interne,
Et donc, ces deux machines Windows et Linux ne vont pas sur Internet directement. Comme on pourra le constater, via un switch virtuel, on va les relier à ce firewall, et il faudra donc paramétrer le firewall OpenSense pour pouvoir donner l'accès à ces machines pour qu'ils puissent aller sur Internet. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre déjà dans un premier temps, c'est ce fonctionnement. Ça, c'est fondamental, parce que si on ne comprend pas le fonctionnement global, bon, ça ne sert à rien de faire des manipulations. Et ce que je représente ici, il faut bien comprendre qu'effectivement, on met ce laboratoire sur une machine Windows, mais ça reviendrait, par exemple, à avoir quelque chose comme ça directement. Vous voyez, je viens de supprimer la machine Windows. Si j'étais dans une entreprise réelle, une vraie entreprise, eh bien, ça reviendrait à avoir une vraie machine avec une interface qui serait reliée à un routeur qui permet d'aller sur Internet, hein, la box, si on veut. Ici. On va faire la box ici. Hein. Donc ça revient à avoir un réseau comme celui-là, voilà, une box. Hein. Donc je vais pouvoir aller sur Internet. Là, on n'aurait plus l'interface virtuelle, on aurait directement une interface qui va permettre, donc ici on aurait un switch, donc on aurait ici c'est pas une interface virtuelle, on aurait un switch. Switch, directement, là, qui va communiquer avec cette carte réseau. Alors pour l'instant, je laisse un réseau privé haute, mais en réalité, si je devais représenter réellement ce schéma, ici j'aurais tout simplement une interface, hein, INT, interface, première interface qui permet d'aller sur Internet. Ici, j'aurais un deuxième interface, INT, qui serait relié au réseau 192.168.123. Là, ce n'est pas un navigateur que j'aurai, c'est carrément une machine. C'est-à-dire que là, j'aurai à ce niveau-là. Donc là, j'aurai une vraie machine. Ça, c'est un ordinateur, un PC. Et qu'à partir de ce PC, via un navigateur, je vais pouvoir me communiquer, puisque ce PC sera raccordé à un switch, hein, via bien évidemment une carte réseau. Hein. Là, j'aurai une carte réseau, ici. Ici, j'aurai le PC, donc j'aurai le PC, et donc un administrateur qui, via ce PC, va accéder via son navigateur à l'interface graphique de OpenSense via cette carte réseau-là, donc j'ai un réseau de ce côté, et puis là, j'aurai un autre réseau, par exemple, un réseau ça pourrait être un réseau en 192.168.2.1/24. Voilà. Ici, pour que ce window puisse se connecter en 192.168.2.2/24. Ici, 192.168.2.3/24. Il est fondamental de comprendre que ce que vous faites avec de la VirtualBox,
ça correspond dans la réalité à un schéma comme celui-là. Ici, c'est plus un switch virtuel que j'aurai, c'est un switch réel. Et ici, c'est des cartes réseau réelles. Vous voyez, si je suis dans une entreprise, là, j'ai représenté exactement, si on veut, ce qu'on représente sur une machine. C'est-à-dire que ce PC qui est ici, celui-là, ce PC-là, en réalité, c'est le PC Windows. Cette fois-ci, ce serait le PC Windows que j'ai représenté tout à l'heure, puisque le PC hôte pourrait être assimilé à un vrai ordinateur, un vrai PC. Et donc, pourquoi c'est fondamental de comprendre cela? C'est qu'il faut bien comprendre que quand on fait un petit laboratoire sur une machine avec la VirtualBox, il faut comprendre à quoi ça correspond dans la réalité. Eh bien, dans la réalité, ça correspondrait à deux machines réelles, par exemple deux machines Windows et Linux, qui auraient des cartes réseau, par exemple sur un réseau qui serait le 192.168.2.0/24, que ces deux machines, je souhaite les mettre sur un réseau local qui va être protégé des attaques extérieures via un firewall OpenSense, que ce firewall OpenSense, il aurait trois cartes réseau. Il aurait une carte réseau qui va être raccordée au réseau local que je souhaite protéger. Il aurait une carte réseau ici qui va permettre d'aller sur le WAN, qui va permettre d'aller sur Internet, et il va avoir une autre carte réseau qui est ici, qui, elle, serait raccordée à un autre ordinateur, et cet ordinateur-là, par exemple, je pourrais y mettre, par exemple, je déciderais, par exemple, tiens, je voudrais que cet ordinateur soit accessible de l'extérieur. En particulier, par exemple, je souhaiterais mettre en place un serveur web. Ici, je souhaite mettre en place, par exemple, un serveur web sur cette machine-là, que je raccorderai à cette carte réseau-là. Et ce serveur web, je souhaite qu'il communique avec une base de données que je mettrai, par exemple, ici, base de données MySQL, je souhaiterais qu'il communique avec un MySQL qui est ici, par exemple. Donc, on voit que là, par exemple, cette zone-là, ça pourrait être une DMZ, ça pourrait être une DMZ, cette zone, DMZ, c'est-à-dire que je souhaite que des internautes puissent accéder à distance à un site web qui serait hébergé sur cette machine, donc à distance. Donc ça veut dire, oui, je vais pouvoir passer et je vais laisser, je vais faire une redirection de port vers ce serveur web-là. Donc là, ce sera accessible de l'extérieur pour avoir accès à Internet, mais qu'en aucune manière un utilisateur distant pourrait accéder à ce réseau-là. Et de plus, je souhaiterais, par exemple, pourrait paramétrer le firewall pour que le serveur web soit le seul à pouvoir communiquer avec le serveur MySQL qui est ici. Donc, on voit que le réseau qu'on tente de faire, il faut que dans votre esprit, vous compreniez que ça correspond à ça dans la réalité. C'est-à-dire que là, nous, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de construire réellement? Ce PC Windows, donc il faut vraiment bien comprendre cela. Ça doit être fondamental pour tout le monde, sinon on ne peut pas comprendre les manips que l'on fait dans un projet fil rouge. Ce qu'on représente sur la VirtualBox, ça représente quelque chose de réel. Donc, c'est fondamental à comprendre, c'est-à-dire que, concrètement parlant, maintenant, vous voyez, c'est-à-dire que ce PC Windows, pour vous, c'est devenu, hop, je ferme ça, ce PC Windows, pour vous, c'est le PC sur lequel vous travaillez. Celui-là,
Vous voyez, donc là, on revient à ce que vous êtes en train de faire avec la VirtualBox. Vous voyez, il faut vraiment comprendre ça. Hop. Vous voyez ce que vous faites avec la VirtualBox actuellement, c'est ça. Vous allez avoir le navigateur qui va être sur ce PC-là, bien sûr, hein. Le serveur web qu'on peut installer sur la machine réelle, bien évidemment. Ici, ça c'est la carte réseau privé haute. Cette adresse IP-là, ça c'est le NAT ou le bridge, c'est NAT ou bridge. Et puis le reste, hein, ça ne bouge pas. Il est fondamental de comprendre ce que je viens d'expliquer. Maintenant qu'on a compris cela, l'idée maintenant, c'est tout simplement d'aller installer une machine Linux, hein, qui va permettre, hein, tout simplement de pouvoir être raccordé à ce switch-là et une machine Windows, hein, que l'on va raccorder à ce switch-là et auquel on donnera des adresses IP comme celle-là. Alors pour ça, on peut bien évidemment utiliser Vagrant. Hein. On va aller sur Vagrant Cloud par exemple. Vagrant Cloud, alors on va déjà utiliser carrément des machines Linux, hein, puisque c'est plus simple au départ. Hein. Vagrant Cloud. Search for Vagrant Box. Voilà. Et là, on va faire une bento, par exemple. Et bento, on a de l'Ubuntu. Alors, de l'Ubuntu 20 ici. Hop. Et voici notre box qu'on va pouvoir créer. Donc, CTRL-C. On va aller sur le terminal. mkdir, on va créer un dossier qu'on va appeler par exemple Ubuntu. cd Ubuntu. Et là, on va coller cette instruction. Ah, bien sûr, il faut que Vagrant soit installé. Hein. Ça, c'est normal. Et on va démarrer notre box. Alors, avant de la démarrer, on va d'abord ouvrir, alors si vous êtes sous Linux, hein, donc il faut faire Notepad Vagrant File, ici, et il faut agrandir le... Voilà, et ici, il faut aller rechercher les... voilà. Ici. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre donc l'adresse IP, hein, telle qu'on l'a définie ici. On l'a définie en 2.3. 2.3, donc on revient ici, hein. On a dit que c'est du 2.3 pour cette machine, 2.3. Et donc, on définit cette adresse en 2.3. On sauvegarde. Hop, et on va faire le Vagrant App.
Et là, donc, ben, on attend que cette machine démarre. Et on pourra aller tester un petit peu tout ça. Alors, bien évidemment, en attendant ici, voilà, on attend un petit peu que ça démarre. Alors, en attendant que notre machine démarre, on va aller dans notre VirtualBox pour redémarrer la machine OpenSense. On clique sur OpenSense, on va la redémarrer en attendant que la machine grande soit créée. On va démarrer notre machine OpenSense. Avec quel objectif? L'objectif, c'est de pouvoir paramétrer cette interface Net2, de lui donner l'adresse 2.1. Il faut aller voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc on vient ici. Voilà. Donc là, notre machine OpenSense a démarré. Et de ce qu'on avait vu, on pouvait s'y connecter en http c'était, alors je ne me souviens plus très bien, mais on va aller voir, hein. C'était 123.3. Alors, c'était 192.168.123.3. Voilà, on commence. 192.168 http://192.168.123.3. Voilà, et là, on avait le username qui était je me souviens plus très bien, c'était le admin, je crois. Non, c'était admin ou route. On verra bien. Et non, c'est plus du tout. C'était quoi? Alors, quel était le login et le password? Alors, et donc, route 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, je pense que c'était ça. Voilà. Une fois qu'on est logué, on va sur Interface. Et dans Interface, on clique sur Assignment ici. Assignment, on avait, nous, configuré, alors on a l'interface One qui est ici. Cette interface One est en DHCP, c'est lui qui permet d'aller sur Internet, c'est-à-dire que l'interface One, c'est celui-là. One, qui permet d'aller sur Internet. On a ensuite, toujours dans Assignment, on a l'interface LAN. Clique sur le LAN, et si je descends, le LAN, lui, il avait l'adresse IP statique qui permet de pouvoir y accéder. C'est-à-dire que là, c'est ça le LAN, c'est celui-là. Et on a ce dernier interface qui nous intéresse, Assignment, c'est le OPT1 qui est là, je clique dessus, et là, on voit que l'interface, il faut l'activer, effectivement, que ici, dans IPv4, configuration type, on va sélectionner que c'est statique IPv4, voilà, donc on sélectionne statique IPv4. Une fois qu'on a sélectionné statique IPv4, on regarde un petit peu les... Voilà, donc ici, on a l'adresse IP qui est, alors il faut retourner voir, hein, c'est 192.168.2.2. Donc 192.168.2.2 slash 24. Voilà, donc là,
on a, hein, si je retourne ici, on voit bien que c'est 2.1, pardon, 2.1 plutôt, hein, attention, on est sur le firewall, c'est 2.1. Ici, pour IPv4 Gateway Rule, spécial ici, on laisse comme c'est. Donc, si on remonte, hein, pour s'assurer de ce qu'on a, c'est OK. Donc, on a activé et on a mis notre adresse IP. On va faire un save. Voilà. The configuration has been changed. You must apply the change in order to them to take effect. Don't forget to adjust the DHCP server range if needed after applying. Donc là, de toute façon, nous, on n'a pas activé le serveur DHCP. Par contre, on nous demande d'appliquer les changements. Donc, on va appliquer les changements. On applique les changements. Voilà. Donc là, les changements sont appliqués. Très important, hein, de pouvoir appliquer les changements. Donc ça veut dire que sur notre firewall, on a configuré cette carte réseau-là, avec 2.1. Et on a lancé un Linux auquel on a donné l'adresse IP 2.3. Allons voir un petit peu si c'est bien ce qu'on a fait. Ici, voilà. Est-ce que si je fais un note vagrant file, ici, est-ce que j'ai bien l'adresse IP? C'est bien 2.3, voilà, c'est 2.3 que j'ai donné. Ok. Rendons-nous dans la VirtualBox. Hop, pour voir si la machine est lancée. Elle est là. Elle a bien deux cartes réseau. OK. Donc, on va cliquer sur afficher. Là, voilà. Alors, voilà. On va se loguer à cette machine. Fermer ça. On va se loguer à cette machine avec. Voilà. Alors attention, hein, du QWERTY. On tape Vagrant et le login Vagrant. OK. Voilà. On fait un IP. Ah, attention, c'est du QWERTY. Hein. IP ADDR. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le ETH0 qui est en 10.0.2.15. Par contre, on a ETH1 là qui est pas du tout, qui n'a pas du tout été attribué. Et on est en réseau privé haute. Donc on va changer tout ça, de toute façon, ici, directement sur la machine. Alors, ce qu'il faut faire, donc, pour ça, premièrement, on minimise. On va éteindre la machine. Alors, bouton droit, on va l'éteindre directement ici. Hein. Stop. On éteint la machine. On éteint. Voilà. Ensuite, une fois qu'on l'a éteint, on va aller sur configuration. On va aller sur réseau. Et ici, déjà, le NAT. Voilà, on va sur l'adaptateur 2. On va le désactiver. On va aller sur l'adaptateur 1. On va l'activer, mais on va choisir réseau privé hôte. Réseau interne. On choisit réseau interne. OK. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et on va redémarrer cette machine. On laisse Vagrant de côté. Il nous a juste servi à lancer la machine. Donc dorénavant, on ne la lance plus avec Vagrant parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un réseau privé hôte hein, pour faire notre configuration. La configuration, on a dit, hein, qui est ici. Là, voilà. Alors, on revient ici. Hop. On attend que la machine démarre. C'est toujours de toute façon. Alors, on aurait pu créer cette machine directement à partir d'un CD, mais c'est toujours plus rapide d'utiliser Vagrant. Alors, entre-temps, comme le clavier. Alors, quand la machine a démarré, on se connecte. Vagrant, attention, c'est du QWERTY.
Voilà. Alors, VA Grant et le mot de passe Grant, attention, c'est du QWERTY. Maintenant, il faut reconfigurer le clavier hein, pour qu'on soit un peu tranquille quand même. Donc, alors, donc je mets ici et là pour reconfigurer le clavier. Je vais d'abord en écran. Je vais dimensionner un peu le clavier. Voilà. Ici donc, alors sudo dpkg-reconfigure. Attention, c'est du QWERTY. Hein. Keyboard. Alors le A c'est le QRD. Keyboard. Configure, je crois. Configure ou configure keyboard. Je crois que c'est plutôt configure. Configure, il me semble. C'est configure keyboard. Non, c'est keyboard configure alors. Alors, le clavier, on y va. Hein, on va y aller ici, là. Chercher. Alors, sudo dpkg. Voilà, reconfigure keyboard configuration. C'est parfait. Keyboard configuration. On n'était pas loin. Ah zut, c'est configuration. Voilà. Et là, on cherche le French. Hein. Logitech. ZERTY ou French. Packard, IBM, Logitech, Microsoft. Commencez. Comme ça, si vous êtes trompé comme moi, vous recommencez tout simplement, vous rappelez la commande. Donc, on valide là déjà, et c'est là où on choisit la langue French. Voilà, et là, on fait OK. On fait OK. On fait OK. On fait OK. Voilà. Comme ça, il va nous configurer le clavier. Bon. Et là, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il faut redémarrer? C'est French. Configure keyboard, oui, c'est ça. French. Default of the keyboard layout, oui. Hop. Et c'est ça, your console font configuration will be updated the next time your system boots. Donc il faut rebooter. Donc on va rebooter le système. On éteint la machine. Voilà. Et on revient ici. On la redémarre.
attend que ça reboot. La machine a rebooté et si on va travailler maintenant, on a bien le clavier qui est en AZERTY. Alors, V-A-G-R-A-N-T, V-A-G-R-A-N-T. Si je fais un IP à DDR, on constate qu'il n'y a qu'un seul interface. Hein, cette interface ETH0, si on va le contrôler ici, on voit qu'il est en réseau interne, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre de ici, hein, de ce qu'on a expliqué ici. Tiens, ce schéma, je vais le sauvegarder entre-temps. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut mettre l'adresse IP numéro 3 pour pouvoir déjà communiquer avec notre firewall OpenSense ici. Donc, pour ça, on va écrire sudo nano /etc/network interfaceuse, hein, c'est la configuration du réseau. Alors c'est bizarre parce que je devrais l'avoir. On va faire un cd /etc. cd ls. Ici, j'ai pas le... ici, le problème, c'est que je suis sur Ubuntu 20. Il n'est pas certain du tout que ça se configure de cette façon-là. Donc pour cela, il faut aller voir comment configurer, de manière statique, un configuration statique ETH0 Ubuntu 20. Configuration du réseau, guide Ubuntu. Voilà, donc ici, on a la façon dont on va configurer tout ça. Il faut rechercher. Hein. Voilà, et là, on nous explique que, voilà, ici, voilà, donc, to assign on the network open the YAML configuration file. Donc, il faut ouvrir ce fichier-là. Donc, ça, c'est du statique. Et là, pour assigner l'adresse IP statique à ENS3, par exemple, il faut éditer le fichier suivant. Donc, il faut, voilà, c'est l'IP adresse of the name server. Voilà, donc là, effectivement, donc là, vous voyez, donc là, il va falloir aller dans le fichier /etc/netplan qui est ici. Alors, on y va. On va faire ça. Et on va diminuer ici. Clear. On va fermer à ce niveau-là. Et ici, on peut y aller en écrivant donc cd /etc/netplan. Voilà, si je fais un ls, ici, voilà, j'ai bien ce fichier, hein, 01-netcfg.yaml hein, qu'on me fait montrer à ce niveau-là. Alors d'abord, il faut faire un IP à DDR pour s'assurer de qu'est-ce qu'on a comme interface ETH0. Donc ça veut dire que ici, je vais ouvrir maintenant nano et je vais ouvrir ce fichier 01, voilà, espace 01 et la petite barre de tabulation -netcfg.yaml. Et donc, à partir de là, je vais mettre le DHCP
qui est égal à no, ici, c'est no. Ensuite, je vais mettre addresses, donc sous le D, hein, c'est ce qu'on nous donne ici, A-D-R-E-S-S-E-S, deux points, j'appuie sur la touche entrée, je me place sous le A, et je tape deux espaces, 1, 2. Je fais un tiret, c'est du YAML, et là je vais taper 192.168.2.3/24. J'appuie sur la touche Entrée, je vais me placer sous le A de l'adresse, et là, la gateway. Alors ce que j'aimerais mettre comme gateway, vous voyez, donc là ce qu'on est ici, on aimerait mettre comme gateway cette adresse IP là, l'adresse de OpenSense. Donc, on vient ici, ça, on vient plutôt ici, et la gateway 4, 2 points, espace 192.168.2.1. On revient ici. Si je continue à descendre dans la configuration, on a les serveurs 8888. On va mettre les serveurs qui sont ici, c'est les serveurs DNS, hein, que ça va être des serveurs de Google. Donc, on appuie sur la touche Entrée, on vient ici, on écrit name, attention, servers, deux points. On appuie sur la touche Entrée, on se place sous le name, 2, et là on écrit adresses, deux points, un espace entre crochets, 8.8.8.8, virgule, 1.1.1, et on va faire le petit crochet pour terminer. C'est une Eurelist. Hein. C'est une Eurelist. C'est un tableau, hein, si on préfère. Hein. Là, voilà, on a fait notre configuration. Donc, on va pouvoir sauvegarder et appliquer. Donc, pour ça, on revient ici, fait un CTRL-O, on valide. Pour le voir, on peut descendre un peu plus bas. Alors, CTRL-O, on valide. Et voilà, donc là, l'erreur, c'est que je ne l'ai pas ouvert avec sudo, ce fichier-là. Alors, on va essayer de... Le problème, c'est que là, quand je ne l'ouvre pas avec sudo, est-ce que je peux quand même sauvegarder tout ça? C'est pas sûr. On va y aller pour voir. Je sauvegarde avec... donc je sélectionne. Et là, ensuite, est-ce que il y a une commande pour... est-ce que je peux faire du bouton droit? C'est pas possible. Donc je vais sortir. Là, pour ça, je vais tout simplement appuyer sur CTRL-X. Et est-ce que je peux sauvegarder? Je fais non. Là, je recommence. Et donc là, il ne faut pas oublier le sudo hein, quand on travaille. Allez, on recommence. Sudo. Bien. Alors là, quand même, on a compris comment ça se configure. Hop. On revient. On supprime le fait que je ne veuille pas du DHCP, donc non. Et sur la touche Entrée, on se place dessous le D, A, 2D, R, E, S, S, E, S. Deux points, on appuie sur la touche Entrée, on va sous le A, 1, 2, le petit tiret, espace, 192.168.2.3/24. On appuie sur la touche Entrée, on va définir la gateway. Gateway
4, 2 points, un espace, 192.168.2.1. On appuie sur la touche entrée, on va sur le G, donc NEM, serveur, 2 points, touche entrée, sous le N, 2, 3, 4. Je viens sous le N, 1, 2, 3, 4. Alors on va sous le S, A, 2D, R, SES, adresseuse pour les serveurs DNS de Google à 8.8.8, virgule 1.1.1.1, on met le crochet ici, on descend plus bas pour sauvegarder ces CTRL-O, puis sur la touche entrée, CTRL-X. Et ensuite, il faut appliquer les changements avec un sudo netplan apply. Sudo, alors je fais un clear, sudo, très bien, sudo netplan apply, touche entrée. Et ensuite, on va vérifier que ça marche bien. IPADDR, show, dev, ETH0. Est-ce que ça a bien marché? On est en 3. Est-ce qu'on ping la carte réseau du firewall? Est-ce qu'on est ici? Est-ce que là, on ping le 1 qui est ici? Alors, oui. Hop. Ping 192.168.2.1. Alors, le 2.1, il semble qu'on ne le pingue pas. Et donc, on n'arrive pas à pinguer le 2.1 qui est ici. Est-ce qu'on va sur Internet? On vient ici. Est-ce qu'on va sur Internet? Ping. Je crois que je me suis... C'est ça. Ping 8.8.8.8. Est-ce qu'on va sur Internet? Non. Non. Donc, on voit que là, on est pour l'instant complètement isolé. Alors, pourquoi on ne ping pas? Très probablement, il va falloir voir les règles du firewall. Est-ce qu'il autorise le ping ou il ne l'autorise pas? C'est ce qu'il faut aller voir maintenant. Donc, quand on tente, malgré qu'on ait mis l'adresse IP, là, quand on tente de pinguer cette carte, la carte du firewall à partir de Linux, on n'y arrive pas. Donc, très probablement que la firewall interdit. Donc, allons voir comment est-ce qu'on fait ça. On revient sur l'interface de configuration du firewall. Ici, on va fermer. On va venir sur firewall ici. Firewall, on va venir sur rules. Nous, ce qu'on veut mettre, on veut mettre une règle sur cette interface-là, sur ce réseau-là, pour qu'il accepte les pings. Alors, pour ça, on vient ici. On vient sur OPT1, puisque c'est OPT1 dont il s'agit. OPT1, on a des règles qui sont préprogrammées ici. On a des règles, par exemple ici, en entrée et en sortie, on a des règles par défaut qui sont préprogrammées, qui sont plutôt paramétrées. On va aller créer une nouvelle règle, on va faire plus. Donc, la règle, on va définir une règle ici. Donc, ici, cette règle, elle est définie ici. L'action, on veut passer. On veut faire un pass. Ici, on ne touche pas. L'interface, c'est OPT1. La direction, c'est en entrée, en in. Puisque généralement, en sortie, ça devrait être OK. Le type de protocole, c'est IPv4. Le protocole, par contre, c'est le protocole ICMP, puisque le ping, c'est du ICMP. Le type de ICMP, donc on a un détail sur le type de protocole ICMP. On peut aller très très loin dans le choix des protocoles. Nous, on va aller sur tous les protocoles ICMP.
Et ici, pour la source, ça peut être de n'importe où, comme on peut choisir un LAN, si on souhaite, hein. Mais là, on va laisser pour l'instant Any. Advanced, ici, pour la source, on peut définir des choses plus précises, hein. C'est-à-dire qu'on peut définir un intervalle, hein, ou un réseau à partir duquel ça devrait provenir. Donc là, on laisse, pour l'instant, on laisse le Any. Voilà. Destination, la destination, donc là, on laisse pour l'instant Any. Et donc, pour l'instant, on ne touche à rien. On fait une sauvegarde. On va appliquer les changements. Et on va voir déjà si cette règle qu'on vient d'appliquer, elle fonctionne bien. Est-ce que maintenant, si je tente de pinguer le 192.168.2.1, est-ce que ça marche? Ça marche. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'on commence à programmer notre firewall. Est-ce que si on ping le 8.8.8, 8.8.8.8, est-ce que ça fonctionne? Tiens, ça a l'air de marcher. Le 8.8.8, ça fonctionne. Est-ce que si je ping www.google.fr, est-ce que ça marche? Là, par contre, ça ne marche pas. Sûrement qu'il y a un problème avec le DNS. Est-ce que le ping du 1.1.1, ça marche? 1.1.1.1. Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Ça marche bien. Est-ce que j'arrive à pinguer? Parce que si je me place sur ma machine réelle, par exemple, la machine réelle, si je fais ipconfig, pardon, ipconfig pour voir l'adresse IP de ma carte Wi-Fi, c'est 129 là. Est-ce que ça, j'arrive à le pinguer? Est-ce que j'arrive à pinguer la passerelle Internet aussi? Alors voyons. Donc je viens ici, je fais un ping 192.168.1.129. J'y arrive. Est-ce que la passerelle Internet, je peux y arriver? 254. J'y arrive. C'est parfait tout ça. Est-ce que je parviens à pinguer ici, là? Si je fais un IP ADDR pour me percevoir des cartes réseau que j'ai bien que la ETH0 qui est en réseau interne, hein. Donc on voit que quand le ping est désactivé au niveau du firewall, ça ne passe pas. Si je fais un ping www.google.fr, alors voilà, donc là par contre, ça ne marche pas. Voilà donc déjà pour ce. Je vous invite, quand vous avez fini un exercice et que vous voulez arrêter, hein, vous pouvez tout simplement venir ici sur OpenSense si vous souhaitez arrêter maintenant et vous pouvez sauvegarder l'état carrément, comme ça vous pouvez rallumer votre laboratoire en fonctionnement. Vous pouvez faire la même chose avec Ubuntu, vous ne la démarrez plus avec Vagrant, hein, celle-là. Et là, vous faites tout simplement sauvegarder l'état. Voilà, comme ça permet de sauvegarder l'état du laboratoire pour le redémarrer rapidement pour en apprendre encore davantage.